Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme, toujours accompagné de mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre. Vous le connaissez maintenant, c'est Tim Laribo, alias Pug. Bonjour Pug. Bonjour Galit, vas-tu bien? Eh bien, super bien. Et toi? Ça va, on a du boulot. Oui, alors t'es prêt pour ce nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme? C'est parti, encore une nuance qu'on n'a pas tellement abordée. Alors, effectivement, aujourd'hui, Pug, on va aborder deux sujets dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler dans les médias et qui questionnent tous les deux notre corde sensible sous différents aspects. Avec notre premier sujet, nous nous demanderons comment France 24, chaîne d'infos en continu française et de service public, a-t-elle pu en arriver au stade où ces journalistes n'hésitent pas à publier sur les réseaux sociaux des messages antisémites sans aucune crainte d'être inquiétés. Et enfin, notre deuxième sujet nous transporte outre-Atlantique aux États-Unis, où la Chambre des représentants à majorité républicaine a exclu de la Commission des Affaires étrangères Ilhan Omar, membre du Parti démocrate et représentante du Minnesota au Congrès des États-Unis, pour avoir proféré des remarques antisémites au fil des ans. Voilà nos deux sujets du jour. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, feu. Alors on y va avec le premier sujet immédiatement. Donc comme d'habitude, je contextualise et puis je te laisse la parole. Alors il y a une dizaine de jours, le site Camera, c'est un organisme américain pro-israélien sans but lucratif de surveillance des médias. Alors ce site, donc Camera, publiait un article repris par le centre Simon Wiesenthal qui mettait en cause un journaliste et 3 correspondants arabophones de France 24 au sujet de certains propos hautement antisémites qu'ils auraient postés sur leur page personnelle sur les réseaux sociaux. Alors les 4 journalistes ont été suspendus et France 24 a publié un communiqué dans lequel elle annonce avoir ouvert un audit sur les faits présumés. Dans son article, Camera montre que les journalistes, dans plusieurs messages, font l'éloge d'Hitler, juste ça, minimisent bien sûr la Shoah ou encore glorifient les terroristes du Hamas qui ont tué des centaines de Juifs. On peut lire notamment Joëlle Maroun. Alors Joëlle Maroun, c'est une correspondante de France 24 à Beyrouth depuis août 2021. Et en plus d'être journaliste, c'est une diva des réseaux sociaux. Et Joëlle Maroun, elle a écrit sur Twitter, donc, If only Hitler was Lebanese. Si seulement Hitler pouvait être libanais. Et aussi, elle a écrit « Levez-vous, monsieur Hitler, levez-vous, il y a quelques personnes qui ont besoin d'être brûlées. » Voilà la passion de Maroun pour le génocide des Juifs ne se limite malheureusement pas à la Shoah. Son conseil pratique pour les Palestiniens, c'est « Il incombe », ouvrez les guillemets donc, « il incombe à chaque Palestinien de tuer un Juif et l'affaire est close ». Voilà ce que dit cette gentille jeune fille. Je te sens bouillir, je te sens bouillir. Donc, l'article de Camera vise aussi la correspondante de France 24 à Jérusalem, une grande amie des Juifs. Elle s'appelle Laïla Odeh et elle couvre les affaires israéliennes et palestiniennes. Et depuis longtemps déjà, elle laisse libre cours à ses sentiments anti-israéliens en ne respectant aucune règle journalistique de base et d'objectivité. Elle glorifie constamment les terroristes et elle les qualifie systématiquement dans ses articles ou dans ses interventions de martyrs, on le rappelle, sur une chaîne française de service public. Alors Pug, d'après toi, qu'est-ce qui cloche pour que dans le système, pour que des journalistes payés par les impôts des Français puissent être à l'aise avec leur antisémitisme au point d'écrire ce qu'ils écrivent? Et du coup, la question, c'est France 24, chaîne antisémite, média antisémite? Je vais commencer par une petite remarque que les Juifs savent mieux que moi, mais qu'il faut rappeler à tous nos auditeurs.
j'espère qu'il y en a qui sont pas juifs dans nos auditeurs. Joël, c'est quoi comme origine? Joël Maroun. Le prénom Joël, ce serait pas issu de l'hébreu Yoël? Alors, il y a des chances qu'elle soit chrétienne, Joël Maroun. Certes, mais Joël, c'est un prénom d'origine hébraïque. Alors, cette charmante dame, quand elle veut voir des juifs se faire brûler, va peut-être falloir qu'elle commence par changer de prénom, parce que son prénom lui-même n'est pas peut-être une glorification des juifs, mais indique une forme de filiation de par sa famille. Enfin, bon, tu auras compris. Moi, c'est comme les mecs qui s'appellent Jean-Luc, mais qui ne veulent absolument pas, et tu auras compris de qui je parle, qui détestent tout ce qui est judéo-chrétien. Ouais, enfin, quand tu t'appelles du prénom de deux évangélistes, appelle-toi Friedrich Mohamed, ça ira mieux. Bref, est-ce que France 24 est antisémite? Je ne sais pas si on peut le dire d'une institution comme celle-là, non pas que ça ne puisse pas arriver, hein, mais pour moi le vrai problème, c'est la première question que je me pose en fait quand j'ai appris ça, c'est ils découvrent ça maintenant, hein? C'est ça. Bah bien sûr, puisque la deuxième, comment s'appelle-t-elle, Laïla Odé, elle sévit sur l'antenne depuis déjà pas mal de temps. Ouais, alors je sais pas, hein, mais j'ai pas, et j'ai fait exprès de ne pas faire de recherche sur cette personne parce que je préférerais que chacun le fasse. Dis-moi si je me trompe. Il n'y a pas un membre de la espèce de parti arabe un peu unifié, liste arabe unifiée que vous avez eue, qui s'appelait Ayman Odé. Il s'appelle, et il est toujours aujourd'hui député à la Knesset, Ayman Odé. Alors, y aurait-il un lien de famille? J'en sais rien. Ils ont le même nom de famille. Bon, c'est peut-être. J'en sais rien, mais quand alors, j'ai fait quelques recherches, moi, sur Laïla Odé, contrairement à toi. Je ne sais pas si elle est en famille avec Ayman. En revanche, elle a un frère qui a été terroriste du Fatah à l'époque et a été tué dans des affrontements dans les années 70. Alors là, tu donnes encore plus d'eau à mon moulin, mais simplement, et c'est un travail dont je peux parler parce que je l'ai fait moi-même avec Nation pour Israël, et autrefois, quand on a commencé, c'est Goy qui défendent Israël. Nous, avec mon camarade Buffalo, on s'est posé ce genre de questions, et on a aucun d'entre nous n'a de formation, ni lui ni moi n'a de formation journalistique ou enquêteur ou je ne sais quoi, mais quand on lisait un article anti-israélien, on regardait l'auteur. Et souvent, il y avait marqué AFP. Tiens. Mm-hmm. Alors, on va sur la dépêche AFP. Et la dépêche AFP, elle donne ses sources. Et là, c'était super marrant parce que, tiens, il y a un nom un peu particulier. On fait une rapide recherche sur Internet du nom de la personne. Et je peux pas te le citer de mémoire, donc je vais pas l'inventer. Mais je me souviens avoir retracé le nom d'un type qui avait fourni les photos à l'agence France Presse, et en fait le type il était accrédité auprès du Fatah de Mahmoud Abbas. Alors quand tu sais que c'est pas une accréditation comme à la Maison Blanche, c'est quand tu es accrédité auprès du Fatah, t'as intérêt à leur dire ce qu'ils veulent entendre. T'as intérêt à aller dans le sens qu'ils veulent. C'est comme les journalistes qui vont voir le Hamas dans la bande de Gaza. Si ils ont le malheur de dire un truc que le Hamas n'autorise pas, on les revoit jamais. Non pas qu'ils sont assassinés, mais ils ne sont plus autorisés à venir à Gaza. Et d'ailleurs, je dirais pas que leurs vies sont menacées, mais pas très loin. Donc, quand tu as comme ça, et en 3 clics, chacun peut faire ses recherches. J'étais un jour aussi tombé sur un article, quelque part aussi dans un média français. Je fais une recherche et je découvre que c'est l'agence de presse officielle turque qui n'est pas aussi libre, on va dire, ou indépendante que peuvent l'être des agences européennes ou américaines, quoique elles ne sont pas terribles non plus. Mais quand tu sais que c'est l'agence officielle du gouvernement, l'agence de presse officielle du gouvernement turc qui a produit cet article anti-israélien et qui est repris partout,
La première question que moi je me suis posée en tant que simple citoyen, parce que je ne suis que ça dans tout ce débat, c'est mais il n'y a personne qui vérifie d'où viennent les sources. Et donc la réponse à la question que je viens de poser, c'est non, en fait. Oui. Et là, en fait, il a fallu Caméra, avec tout le poids que Caméra peut avoir, parce que c'est une ONG américaine et ainsi de suite. Mais je veux dire, moi, à mon petit niveau, ça fait longtemps que je dis ça. Ça fait longtemps que je dis, mais vous êtes allé vérifier qui dit ça, quels sont ses liens éventuels avec la cause palestinienne et ainsi de suite. Une personne qui s'appelle Odé, enfin, je sais pas, si on avait un journaliste, un correspondant de presse en Israël qui s'appelait Michael Netanyahou, les journalistes français, premier truc qu'ils feraient, c'est de savoir, mais il est en lien avec le Premier ministre. Bien sûr. Et ben là, on peut avoir des journalistes qui s'appellent Al-Husseini, non, aucun problème. Arafat, aucun problème. Odé, aucun problème. Noussébié, non, aucun problème. Moi, ça me pose un problème. Visiblement, France 24 vient de découvrir que ça peut se produire. Ce qui pose un autre problème pour moi, et qui est là, qui échappe à la question de l'antisémitisme et qui est beaucoup plus franco-française. La France, je sais pas par quelle espèce de bouillie de cerveau on arrive à ça, elle croit, dur comme fer, que parce que on accorde une crédibilité à quelqu'un, journaliste, universitaire, homme politique, diplomate, le type va être à 100% et sans l'ombre d'un doute objectif. Ils partent de ce principe-là. Donc, journaliste libanaise en poste à Beyrouth, Joël Maroun, elle a sa carte de presse, machin, tout va bien. Et ben la France, elle part du principe, bien sûr qu'elle va être objective. Elle est journaliste. Mais attends. Alors, surtout, est-ce que le journalisme, tu sais, il y a quelques temps, il y avait eu cette grande polémique. Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste en tout ce qui concernait Polanski et voilà, et son passé de violeur ou de pédophile, etc. Et donc, il n'avait plus le droit, il n'aurait plus eu le droit, en tout cas, on n'aurait plus eu le droit de regarder ses films, d'apprécier son travail d'artiste parce qu'il avait ce passé. Je rentre pas, enfin voilà, chacun après, avec sa propre sensibilité, l'accepte ou pas. Là, on a une journaliste qui est en activité, en poste dans une chaîne publique française et qui se permet des tweets privés, personnels, sur ses comptes privés, sur les réseaux sociaux, complètement hallucinants. Donc la fille, c'est vraiment, c'est-à-dire que qui encore, d'ailleurs, comment se fait-il que ces comptes n'aient pas été fermés? Parce que moi, j'écris Hitler sur Facebook, j'ai mon compte bloqué pendant 15 jours. Mais oui, mais tu sais très bien que Donald Trump a été banni de Twitter pendant des années maintenant, et que dans le même temps, le guide suprême de la révolution iranienne, Khamenei, lui, il a jamais été inquiété pour quoi que ce soit. Donc, le double standard des réseaux sociaux, ça ne... Non, bien sûr. Mais là, est-ce qu'on peut justement séparer, est-ce que le journalisme, c'est un métier où on peut séparer le journaliste le travail d'un journaliste de sa réflexion et de ses posts qu'il écrit en son propre nom et pas au nom de la chaîne où il peut intervenir, ou du média où il peut intervenir. C'est quand même particulier. On se doute que si elle écrit ça sur ses comptes personnels, son travail, il va bien entendu, quand elle va rendre compte de la situation dans cette région du monde, dans lequel le Moyen-Orient, va pas être totalement objective. Elle ne peut pas l'être. Comment est-ce que France 24 a pu laisser passer ça? Enfin, voilà. Oui, alors après, il y a des questions qui, là aussi, dépassent la question de l'antisémitisme, qui sont des questions purement juridiques. Il faudrait en discuter avec des avocats et des juristes ou des spécialistes du droit. Est-ce qu'un employeur a le droit, par principe, d'aller consulter les réseaux sociaux de ses employés pour vérifier qu'ils disent pas des conneries? C'est une question juridique que je ne trancherai pas. La France a déjà un petit peu tranché sur la question. Ouais. C'est interdit, interdit, sauf quand c'est en public. Bien sûr. Bon. Et d'ailleurs, ces journalistes ont pour l'instant
été suspendus et il y a un audit qui a été ouvert. Mais rien, ils n'ont pas été renvoyés, ils n'ont pas été licenciés. Si. Ah, ils ont été licenciés. La pire d'entre eux, Joëlle Maroun, elle, terminée. Ah, voilà. elle a été licenciée, je ne savais pas. Pardon. Elle a été licenciée. D'accord. Oui, je l'ai appris en préparant l'émission, en cherchant un petit peu. D'accord. Donc, il y a cette question, on va dire, purement juridique, qui pour moi ne peut pas, enfin, là je donne un avis complètement personnel, hein, et qui embraye sur la deuxième partie de ta question. Je crois que effectivement, lorsque son métier est de analyser l'information, de donner une opinion, ou en tout cas de présenter des faits ou de présenter des analyses, des reportages et ainsi de suite, je pense en effet qu'il est impossible de dissocier la personne privée de la personne publique. Ce serait juste complètement délirant, et là aussi il faut reprendre, il faut peut-être donner des exemples extrêmes. Est-ce qu'on peut demander à Julius Streicher, qui était le journaliste entre guillemets en chef du Troisième Reich, et qui était un antisémite, mais alors d'une violence comme il en dérangeait même les nazis. Enfin, c'est te dire quoi. Enfin, est-ce que ce type-là, s'il se met à, est-ce qu'on peut penser qu'on va séparer le type qui, dans ses dîners privés, quand il est complètement bourré, est d'une barbarie absolue et d'une vulgarité absolue sur les Juifs, est-ce qu'on peut penser que en visitant, je sais pas moi, Dachau ou Auschwitz, il va pouvoir faire preuve de compassion, de dire quand même ce qu'ils vivent c'est pas bien. Enfin, c'est évidemment que non. Évidemment que la personne qui a des opinions privées et dont le métier est d'apporter de l'information ou des opinions, des reportages, c'est pas dissociable pour moi. C'est d'ailleurs pour ça, je veux dire, attention, virtue signaling, c'est pour ça que dans mon livre Au secours, je suis sioniste, j'ai commencé par dire voilà ma subjectivité. J'aime les Juifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, j'ai posé ça. Je vais vous expliquer la suite. Et vous êtes libre de juger si ce que j'ai écrit par la suite, c'est juste un fruit de ma subjectivité, ou est-ce que ce sont des faits? Est-ce que c'est documenté? Alors oui, il y a un vernis quand même pro-israélien par une tendresse, par tout ce que j'ai expliqué dans mon livre. Mais est-ce que j'ai fondamentalement tort par rapport aux faits, par rapport au raisonnement, par rapport à la logique? Ce que je reproche à France 24 et globalement aux médias français, c'est qu'on veut évacuer la question de l'opinion personnelle de la personne. C'est pas possible, et on le voit très bien dans les journalistes, notamment de gauche ou même de droite. Bien sûr. Ils donnent forcément une opinion, il y a forcément une tournure. Donc voilà, ce qui est pour moi humiliant, c'est que ce soit une ONG en plus étrangères, qui s'aperçoivent de ça, et que là, ça déclenche des trucs, parce que les Américains ont une puissance de feu que je veux dire, moi, Nation pour Israël, je n'ai pas cette puissance de feu. Moi, j'aurais trouvé des trucs comme ça passait comme lettre à la poste. On nous aurait dit, mais non, vous n'avez pas le droit, machin. Non, mais t'inquiète pas, Caméra, ils existent depuis un petit peu plus longtemps que Nation pour Israël, et je suis persuadée qu'ils ont commencé aussi petit que vous et que vous irez encore loin. Bon, écoute, alors voilà, donc AFP, France 24, tout ça, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, surtout que l'AFP, elle nourrit, j'ai envie de te dire, toute la presse française. Tout le monde reprend les dépêches de l'AFP. Oui, et quand on comprend en fait que les dépêches de l'AFP viennent souvent des mêmes sources sur le sujet israélo-palestinien, et que en fait une rapide recherche permet de comprendre que ces fameuses sources sont très discutables et sont à prendre avec des pincettes. Là aussi, il y a une réflexion à faire, une réflexion, j'imagine, déontologique pour les journalistes. Lorsqu'on a identifié que ce sont essentiellement des journalistes palestiniens, pro-palestiniens, qui ont des liens établis avec les organisations palestiniennes, que ce sont ces gens-là, en fait, qui nourrissent les articles sur Israël, est-ce que on peut laisser faire ça?
Ben, si on dit oui, parce que maintenant on part du principe qu'ils sont objectifs, bah là, moi je dis, excusez-moi, là, mais vous faites preuve. Je peux vous soupçonner d'antisémitisme, parce que si tous les journalistes sur Israël s'appelaient Netanyahou, Cohen, et ainsi de suite, Lévy, je ne sais quoi, et ben, beaucoup se poseraient la question. Il suffit que la banque Rothschild soit impliquée dans quoi que ce soit pour qu'on dise qu'il y a un complot juif. Donc, ne pas appliquer ça aux journalistes palestiniens encartés quasiment au Fatah et ainsi de suite, et qui vomissent sur Israël à longueur de temps, bah oui, vous faites une discrimination, soit positive quand on parle des Palestiniens, soit négative lorsqu'on parle des Juifs, mais vous faites une différence de traitement entre journalistes israéliens ou journalistes juifs et journalistes arabes ou pro-arabes, et c'est pas normal. Si Patrick Cohen, il peut pas trop échapper à son nom, lui, passer son temps à défendre Israël en prétextant d'être objectif, il se ferait allumer H24. Et en même temps, on rappelle aussi que France 24, c'est une chaîne francophone internationale, voulue à l'époque par Jacques Chirac, qui avait lancé effectivement ce média, cette idée de média, et qui donc se nourrit de journalistes francophones dans le monde. Quand c'est au Moyen-Orient, ce sont des journalistes arabophones qui ont ne serait-ce qu'une didactique, une rhétorique extrêmement choisie, extrêmement étudiée, et que quand on appelle un terroriste un martyr, il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de questions à se poser quant à l'antisémitisme ou à l'antisionisme. On sait très bien que c'est la même chose de la personne qui fournit cette information. Au minimum, on peut s'interroger sur quand elle appelle, alors j'imagine qu'elle le fait en arabe, lorsqu'elle appelle les terroristes des martyrs. Évidemment, elle s'adresse à une population essentiellement arabophone. C'est sur France 24, on rappelle, c'est une chaîne francophone. C'est en français. C'est France 24. C'est en français. Oui. Mais quand elle parle de martyrs, si elle parle de terroristes, les pro-arabes ou les arabes francophones qui regardent cette chaîne vont dire, ils parlent de terroristes, c'est une chaîne sioniste. Donc en fait, là c'est presque une question de marketing. Si on veut pouvoir parler à ces gens-là et qu'ils changent pas de chaîne pour aller sur Al Jazeera, il faut leur dire martyr, sinon ils changent de chaîne. Mais là aussi, on aborde une question déontologique. Est-ce que, je veux dire, ce n'est pas aux journalistes déjà, le mot martyr, c'est une connotation religieuse qui n'a strictement rien à faire dans un média. Quand tu dis les Palestiniens considèrent l'auteur de cet attentat ou de cette attaque, bref, tu peux prendre les gants que tu veux, mais que les Palestiniens le considèrent comme un martyr de l'islam, là tu rapportes des faits. Mais que quand tu dis ce personnage est martyr, non, là tu fais une affirmation et tu le fais au mépris de toute laïcité à la française, tu le fais au mépris de toutes les règles, même déontologiques, journalistiques. Non, c'est absolument pas acceptable. C'est dramatique qu'il faille que ce soit une ONG américaine qui s'en rende compte. Exactement. Alors moi, je te propose qu'on suive l'audit de France 24 et qu'on voit un petit peu d'ici dans quelques semaines, dans quelques mois, si effectivement ça a évolué, parce que tant que ça n'aura pas évolué, pour moi, France 24 reste une chaîne au minimum antisioniste et bien entendu obligatoirement antisémite. Oui, parce que s'il continue à donner la parole à des gens qui ne font même pas mystère de ça, là on peut même plus parler d'imbécilité, on est dans la complicité. Ouais. Donc voilà. Alors on passe à notre deuxième sujet, je te propose. Très bien. Alors, vous connaissez maintenant le concept, donc je contextualise, donc la Chambre américaine des représentants, à majorité républicaine,
a adopté il y a quelques semaines une motion pour exclure l'élu démocrate Ilhan Omar de la commission des affaires étrangères, une commission très importante aux États-Unis, l'accusant d'avoir proféré des remarques antisémites par le passé. Ilhan Omar, il faut le signaler, est la seule parlementaire à porter le voile islamique et c'est une des deux représentantes musulmanes aux États-Unis dans le Congrès américain. Elle est la représentante du Minnesota au Congrès depuis 2018. C'est une ancienne réfugiée somalienne, musulmane, pratiquante, et elle s'est souvent distinguée par ses déclarations anti-israéliennes. Elle a entre autres dénoncé l'allégeance à un pays étranger de certains lobbies et responsables politiques, en référence à Israël pour le pays étranger et à l'EPAC pour le lobby, qui est la principale organisation de soutien à Israël aux États-Unis. Elle avait d'ailleurs accusé l'EPAC de financer les responsables politiques américains pour qu'ils soient pro-israéliens. Ilhan Omar s'était défendue de tout antisémitisme à l'époque et avait déclaré être opposée à Netanyahou et à l'occupation israélienne des territoires palestiniens, ce n'est pas la même chose qu'être antisémite. Elle s'était tout de même excusée à l'époque pour ses propos, mais cela ne l'empêche pas de soutenir très activement le mouvement BDS et de boycotter Israël. Donc elle n'est pas la seule, puisque aujourd'hui au Congrès, elle a des amis, voilà, des compagnons de bataille. Rachida Tlaib, autre élue musulmane au Congrès, est avec elle donc dans cette aventure antisémite, ainsi que Alexandra Ocasio-Cortez, qu'on appelle par ses initiales AOC. Alors ces élus démocrates représentent aujourd'hui l'aile gauche, très à gauche, voire extrême gauche des démocrates américains, mais elles prennent de plus en plus de place, elles prennent de plus en plus de place et elles sont les porte-voix d'un nouvel antisémitisme américain qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors Pug, bien que les républicains aient l'air de vouloir un petit peu faire le ménage à la Chambre des représentants, penses-tu que le Parti démocrate américain est en phase de devenir un parti hostile à Israël ou aux Juifs, ou on a déjà passé ce stade et ça l'est déjà devenu? Ma réponse simple, c'est que ça fait longtemps que c'est le cas, ça fait longtemps que le Parti démocrate est passé du côté plutôt anti-israélien, et on s'en rendait pas compte encore jusque-là parce que le discours était beaucoup plus ambigu, beaucoup plus alambiqué, beaucoup plus presque, je dirais, lénifiant, pour ne pas dire anesthésiant. Et avec, effectivement, je me souviens plus du nom de la quatrième de ce qu'ils appellent le squad. Il y en a une quatrième, j'ai pas... Ouais, mais elle est assez peu connue. Ouais. C'est plutôt un peu l'opportuniste de service qui a trouvé le moyen de se montrer à la télé avec ses trois autres. Donc elle est assez peu connue. Mais ce squad est en effet la partie la plus émergée de cet iceberg qui, depuis, pour moi, les années 90, 92, 93, ont amorcé un virage pro-palestinien. Tu le vois si loin que ça, toi? Tu considères pas Bill Clinton comme ayant été un président grand ami d'Israël? Non. Non, je ne le considère pas du tout comme ayant été un grand ami d'Israël. Peut-être il le croit, peut-être que beaucoup le croient, mais à un moment donné, il faut regarder un arbre à ses fruits, citation biblique. Oslo. Et Oslo, les déclarations, je me souviens de Madeleine Albright en 95 disant que finalement le régime des talibans à Kaboul c'était plutôt une bonne chose. Sans complotisme de ma part, bien qu'on pourrait évidemment le soupçonner,
on est quand même en droit de se demander pourquoi ou comment les États-Unis ont soutenu la Bosnie d'Izetbegovic, alors que Izetbegovic, donc on était avant les attentats du 11 septembre, mais était parfaitement en lien avec Oussama Ben Laden, qui était déjà suivi par la CIA, que Izetbegovic était lui-même, il était trop jeune pour y participer, mais c'était on va dire un soutien moral des divisions SS bosniaques de Hadjamin al-Husseini. Vraisemblablement, l'administration Clinton s'est dit, peut-être de façon très honnête, hein, peut-être très sincère, ils se sont peut-être dit, si on donne un État musulman aux musulmans de Bosnie, si on laisse tomber l'Afghanistan aux mains des talibans et que l'on donne un État palestinien à Yasser Arafat, on va peut-être arriver à calmer les choses dans le monde. Le résultat aujourd'hui, c'est que je mettrai la Bosnie à part parce que l'islam bosniaque est différent à plein d'égards. Mais voilà, les deux autres décisions, l'Afghanistan comme les accords d'Oslo, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une catastrophe. Donc dire qu'il a été un grand ami d'Israël, j'ai envie de citer encore une fois, je sais plus qui a dit, mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Mais vraiment, ce qui est dramatique avec ce que l'on perçoit aujourd'hui, c'est que alors ok, les trois jeunes là, Rachida Tlaib, Ilhan Omar et Alexandra Ocasio-Cortez, elles sont vraiment les premières à être aussi franches dans leur opposition à Israël. Et généralement, si des gens faisaient ça avant l'époque que nous vivons aujourd'hui, ils étaient quand même assez discrédités dans la classe politique américaine et globalement aux États-Unis, même au sein du Parti démocrate. Et ce qui est encore peut-être le plus effrayant, c'est de se rendre compte que un Bernie Sanders, qui est pourtant juif d'origine, n'est pas très loin en fait de ça. Que Jimmy Carter, qui vraisemblablement à l'article de la mort, c'est lui aussi assez lourdement manifesté par son anti-sionisme, ce qui moi m'arrache le bide parce que il est quand même assez reconnu comme étant un chrétien convaincu. Donc, ça, pour moi c'est une. Et puis il y a une erreur dans l'énoncé. Et puis surtout. Malgré l'EPAC, qui est une organisation effectivement très puissante aux États-Unis, parce que, avec les dollars, hein, on va dire, qu'elle est très puissante, grâce à ces dollars, la majorité aujourd'hui des Juifs américains, la grande majorité des Juifs américains, votent démocrate aujourd'hui, votent pas républicain. Oui, clairement. Après, je pense que tout ça c'est plutôt lié au fait que plutôt lié au fait que dans les années 40, 60 et 70 jusque dans les années 80, le parti républicain, le démocrate pardon, était le parti cool. C'est le parti de Roosevelt qui gagne la Seconde Guerre mondiale, c'est le parti de John Kennedy qui est la première star politique, pourrait-on dire. Voilà, c'est le parti, bien sûr, de Bill Clinton. Mais alors les Juifs américains sont débiles à ce point-là? C'est le parti cool, on vote démocrate? C'est quoi? Non, c'est quoi les républicains? C'est les ploucs, finalement. Oui, encore, mais ça c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Il suffit de se dire républicain aux États-Unis pour se faire traiter d'arriérés, de conservateurs évangéliques à qui il faut interdire le droit de vote. Il y a des alors c'est pas spécifique sur les républicains, mais il y a un débat dans certains cercles de savoir s'il faut laisser des instituteurs et des professeurs de collèges et de lycées chrétiens en poste parce que
parce qu'ils sont souvent républicains et qu'ils professent des idées qui devraient pas avoir lieu de droit de cité aux États-Unis. Enfin, donc oui, clairement, républicain aujourd'hui, tu dis républicain et redneck dans la même phrase, pour une grande partie de la gauche américaine, c'est pareil. Le Ku Klux Klan et les républicains, c'est pareil. Le racisme et les républicains, c'est pareil. Républicain égale Trump, égale coup d'État, égale fascisme, égale... Et comme je disais, je pense que le Parti démocrate, c'est le parti cool, c'est le parti du progrès, c'est le parti... Ce qui est, quand tu connais l'histoire du Parti démocrate, c'est une vaste blague. Ouais. Parce que le parti démocrate, c'est le parti des sudistes, c'est le parti des esclavagistes. Des esclavagistes. Ouais. C'est quand ils reprennent le pouvoir, les démocrates, après la guerre de sécession aux États-Unis, c'est pour mettre en place les lois de ségrégation, les Jim Crow laws et ainsi de suite. Ils ont fait un virage progressiste, on va dire, et le parti cool, c'est depuis Roosevelt. Ouais. C'est tout. Mais ouais, mais finalement, là, ce qu'il faut peut-être signaler pour être totalement complet et honnête à nos téléspectateurs, c'est qu'Ilhan Omar, c'est la 3e élue démocrate à être destituée d'un poste, d'un poste d'élu au sein d'une commission au Congrès. Et donc voilà, elle se pose effectivement en victime en se disant qu'elle est mise de côté parce qu'elle est noire, parce qu'elle est musulmane, parce que c'est une femme, bien sûr. Et les républicains prennent, j'ai envie de dire peut-être comme prétexte, ces propos antisémites, et que au-delà de ces propos antisémites qui ont jalonné sa carrière depuis une dizaine d'années, et pour lesquels elle avait déjà présenté des excuses, puisque très naïvement, elle a déclaré que pour elle, ces propos, qu'elle ne savait pas, qu'elle n'était pas au courant, en toute bonne foi, que ces propos étaient des propos antisémites. Elle pensait que critiquer Israël, ce n'était pas antisémite, et que appeler les Israéliens des colonisateurs, ce n'était pas un propos antisémite. Alors, je vais préciser un petit peu ton propos. Elle a dit qu'elle n'avait pas compris que ça pouvait être perçu comme antisémite, que ses propos pouvaient être perçus comme antisémites. Ça, elle l'avait pas compris. Alors, elle s'est excusée. Je renvoie nos téléspectateurs à l'émission excellente d'ailleurs que l'on a fait avec Jonathan Simon-Célène sur Dieudonné, autopromotion sur les excuses de Dieudonné. Les excuses aux États-Unis, je rappelle quand même assez souvent que les États-Unis c'est un pays protestant avec une forte congrégation évangélique et que aux États-Unis et dans les pays protestants en général, quand tu as demandé pardon, ça déclenche on appelle ça une queue de détente en termes militaires, une gâchette pour le commun des mortels, une gâchette évangélique dans je dirais le psyché protestant américain qui fait que la personne a demandé pardon, c'est qu'elle se repent, et donc la charge maintenant spirituelle, la charge morale, elle est sur nous devons lui pardonner. Et je prends souvent l'exemple d'ailleurs que Bill Clinton, lors de son histoire de cigare mal placé, jeu de mots, en fait, moi j'avais entendu de la part même d'amis et de ma famille aux États-Unis, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir demandé pardon, c'est de s'être enfermé dans son mensonge. S'il avait demandé pardon, on était obligé presque de lui pardonner. Alors, Ilhan Omar, je crois qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'elle n'essaye de se faire passer en disant « Ah mais je savais pas que c'était antisémite. Ah mais je demande pardon », en sachant très bien que c'est presque un passage obligé pour qu'on fasse table rase. Et ça, pour moi, ce n'est qu'une manipulation. Alors vous allez me dire ouais, t'es un peu dur. Je dirais, on verra à l'usage, comme avec Dieudonné. Le fait est que ces propos, là aussi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.
lorsque Rachida Tlaib, dont la grand-mère est palestinienne et elle-même se définit comme américano-palestinienne ou palestinienne-américaine, Tlaib. Tlaib, oui, je sais pas comment on dit, Rachida mais Tlaib. quand elle entre dans son bureau lors de son investiture, il y a une map monde au mur et il y a un post-it à la place d'Israël, il y a un post-it marqué Palestine. AOC, Ilhan Omar, tout le monde rigole, tout le monde est hyper heureux de ça. Alexandria Ocasio-Cortez régulièrement se fait houspiller elle aussi pour des propos antisionistes et qui flirte bon l'antisémitisme parce que on voit bien que c'est le caractère juif encore une fois d'Israël qui pose problème. C'est toujours ça. Je veux dire que le pays s'appelle Israël. Enfin, d'ailleurs, Israël n'aurait pas besoin de s'appeler Israël si c'était pas un État juif. Donc, par exemple, on pourrait l'appeler Palestine. C'est exactement ça leur propos. Ils ont un problème avec véritablement le caractère juif. Et je vais le rappeler. Qu'est-ce que veut dire juif? Ça veut dire judéen en bon français. C'est l'étymologie. Même en anglais. Jew, ça vient du vieux français. Juif, c'est juste juif dit à l'anglaise. Ça commence par Jew. Ça veut dire judéen et ça renvoie à toute une identité. En fait, et là je m'adresse à toi Galit, quand tu dis je suis juive, ce qu'il faudrait traduire, c'est je fais remonter mes origines et l'identité, mon identité profonde, à ce peuple qui, avant 135, habitait en Judée et qui avait des coutumes, on va dire des coutumes juives. Bah oui, ils avaient des coutumes de Judée. Quand on dit le judaïsme, en fait, ça veut simplement dire presque littéralement la religion des Judéens. Enfin, quand tu dis je suis juif, et quand moi je dis le caractère de l'État juif, je parle de cette identité de nous sommes originaires d'un peuple qui habitait dans cette région avant 135 et presque son expulsion, sa destruction, bref, son épuration ethnique par les Romains. Ouais. Donc c'est ça pour moi le caractère juif. Et ils ont un problème avec ça, très exactement. Donc oui, on est dans l'antisémitisme le plus évident. Tu as un problème avec le fait que ces gens-là se disent juifs. Et peut-être l'antisémitisme le plus ancré finalement. Et le plus compliqué parce que c'est devenu une seconde nature. Il est intégré. Donc en fait, ils sont même étonnés qu'on leur en fasse le reproche et ils ne se rendent même plus compte. On va partir du principe qu'elle est sincère quand elle dit je n'ai pas réalisé que mes propos pouvaient être perçus comme antisémites. Alors là c'est quand même une espèce une tournure un peu particulière d'esprit qui a été entreprise et qui a été parfaitement étudiée par beaucoup de personnes qui étudient l'antisémitisme. Et on s'arrêtera là après parce qu'on arrive à la fin et on s'arrêtera de notre temps. C'est de séparer le pays d'Israël, l'État d'Israël, de toute l'histoire juive. Et de se dire, mais non, le judaïsme, c'est une religion, c'est pas une identité nationale, c'est pas tout ça. Israël, c'est une espèce de construction qui, en fait, n'a rien à voir avec la véritable identité juive. Et donc, on peut être anti-sioniste, c'est-à-dire on est contre cette espèce de construction Frankenstein au sein des nations qui s'appelle Israël, tout en étant parfaitement respectueux des Juifs. Mais ça, c'est récent. Ça, c'est complètement récent. Je l'ai rappelé lors de ma conférence à Montpellier ce week-end, et j'en ai encore parlé avec mon père hier dimanche. Lorsque le capitaine Dreyfus était en train de se faire arracher un à un tous les boutons de sa veste et se faire casser son sabre par un cavalier de la garde républicaine, de l'autre côté de la grille de l'école militaire, on entend des gens dire « sale juif, retourne en Palestine ». Je veux dire, à l'époque, ils étaient antisémites, ils étaient horribles, mais au moins, c'était clair dans leur tête que ces juifs, ces judéens, ils venaient de cet endroit qui, entre-temps, avait été renommé Palestine, et que, en fait, voilà, c'était clair. Aujourd'hui, on te dit, ah ben non, juifs et la terre de Judée ou d'Israël, ça n'a rien à voir. Mais avoir séparé ça,
c'est presque en soi antisémite. Pourquoi? Parce que si tu arrives à lire la Bible, qui est quand même le fondement national, le roman national du peuple juif, c'est quand même la Bible, si tu arrives à me dissocier le peuple juif de la terre d'Israël, je sais pas quel livre tu as lu, mais c'est pas la Bible. C'est juste impossible. C'est impossible de dissocier le peuple juif de sa terre quand on lit le roman national des Juifs. Peut-on dissocier le peuple juif de sa terre comme on pourrait dissocier un artiste de son œuvre? Grande question. On en revient à ce qu'on disait au départ. Alors par contre, c'est un sujet qu'on pourrait aborder dans une prochaine émission, peut-être, de savoir à quel moment, effectivement, est-ce que c'est antérieur à la création de l'État d'Israël, ou est-ce que c'est depuis 1948 ou depuis 1967? Voilà, à quel moment est-ce que dans l'inconscient collectif occidental, on va dire, il peut se faire une séparation entre le sionisme et le judaïsme? Ça serait intéressant. D'ailleurs, petite dernière remarque, oui, juste avant que l'on se sépare. Ilhan Omar a été soutenue à l'époque où elle avait été accusée, il y a 3-4 ans, de ses propos antisémites et qu'elle s'était excusée. Elle avait été soutenue par un réformiste et progressiste. Ça aussi, c'est encore un vaste sujet que l'on pourra peut-être aborder une prochaine fois. Ouais, il a joué l'idiot utile du truc, mais je suis persuadé qu'elle était aussi soutenue par les Neturei Karta, par Jérémy Corbyn, par Jean-Luc Mélenchon, par tous les antisémites de la Terre. Tous les antisémites de la Terre ont dit, mais on comprend pas pourquoi elle est traitée d'antisémite. Bon, très bien. Eh bien, Pog, voilà, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Merci encore pour à chaque fois tes éclairages et tu voyages parfois, ton esprit voyage, vagabonde et toujours, ça nous ramène à toujours un point intéressant, un point de départ et quelque chose, en tout cas, ça amène toujours une réflexion plus profonde et pour ça, vraiment, je te remercie parce que c'est jamais superficiel et ça va toujours au fond des choses. Merci à toi à chaque fois de revenir et de nous aider à y voir un petit peu plus clair. Merci. Merci à toi de me ramener sur le droit chemin de temps en temps. Quand même. Moi, je te ramène quand tu pars un peu trop loin. Merci Pug, merci à vous de nous suivre. Merci, Galit. Toujours plus nombreux sur Tandem TV. On vous dit à très bientôt pour un nouveau 50 nuances d'antisémitisme. Et puis qui sait, un jour peut-être cette émission, en tout cas les sujets se tariront et nous n'aurons plus rien à vous raconter, nous l'espérons. Mais on en est encore loin. À bientôt. Inch'Allah, comme tu dis. À bientôt à vous. Merci Pug. Au revoir. À très bientôt sur l'antenne de Tandem TV.